La reconquête de Taïwan est l'une, sinon la priorité de Xi Jinping. Rien qu'en 2021, on dénombre pas moins de 969 incursions aériennes militaires chinoises dans l'espace aérien taïwanais. Du côté de Taïwan, l'indépendance est un rêve si proche et pourtant pour l'heure inaccessible. Les États-Unis, qui se sont portés garants de la sécurité de Taïwan, espèrent que la Chine commettra le faux pas qui l'empêchera de devenir la puissance hégémonique dans la région. C'est une partie d'échec à plusieurs qui se joue, une partie qui risque de déraper en affrontement armé. Toutes nos certitudes se sont écroulées dès lors que la Russie a lancé l'invasion de l'Ukraine. Au XXIe siècle, la guerre est encore une réalité. Elle a toujours été ailleurs, mais pas si près de chez nous. Or, Taïwan a plein de points communs avec l'Ukraine. Déjà, les revendications territoriales de la Russie comme de la Chine ont mis à mal la souveraineté exercée tant par l'Ukraine que par Taïwan. Deux nations qui se sont efforcées de bâtir des régimes démocratiques se basant sur l'état de droit, c'est-à-dire des institutions publiques au service du plus grand nombre et le respect des droits humains. Des pays qui, circonstances aggravantes pour Beijing et Moscou, entretiennent des relations cordiales avec l'Occident. En fait, Taïwan est aux aguets depuis la mise au pas de Hong Kong par les autorités chinoises en violation directe du traité sino-britannique sur la rétrocession progressive de Hong Kong, pleinement effective en 2047. C'était le premier avertissement. À présent, la guerre russo-ukrainienne et la relative inaction de l'Occident, mis à part des contributions matérielles et financières, constituent le second avertissement. Taïwan doit envisager le scénario du pire. Un scénario dans lequel ni les États-Unis ni le Japon ne voleraient à sa rescousse. En fait, l'armée populaire de libération n'a que très récemment modernisé son armée. Durant des décennies, elle ne disposait tout simplement pas de la capacité opérationnelle pour envahir la province rebelle. Aujourd'hui, la donne a changé. De nombreux analystes considèrent que la Chine devrait atteindre d'ici 2025 le seuil palier pour lancer son offensive. Du coup, Taïwan analyse avec attention le déroulé des opérations spéciales russes en Ukraine pour préparer sa propre défense. La détermination et la résilience dont le peuple ukrainien a fait preuve à la suite de l'invasion russe ont inspiré Taïwan, renforçant notre engagement à défendre notre liberté. Zhao Mei-Jin, représentant de Taïwan aux États-Unis. Et il ne s'agit pas que de beaux discours. Le gouvernement taïwanais est déjà passé à l'action. Taïwan envisage de prolonger le service militaire obligatoire au-delà de 4 mois. Un ministre déclare au Parlement que des propositions sont à l'étude et qu'un plan sera présenté cette année. La pression qu'exerce Pékin sur l'île et la guerre russo-ukrainienne ont suscité un débat sur comment renforcer la défense. Quelle leçon peut tirer Taïwan de l'Ukraine? Tsai Ing-wen sera-t-elle à la hauteur de Volodymyr Zelensky? On regarde ça tout de suite. Les leçons de la guerre. La guerre en Ukraine est riche d'enseignements. La première leçon, c'est que la puissance militaire brute ne permet pas forcément de remporter une victoire rapide et facile. La seconde, c'est qu'on a beau être une superpuissance nucléaire, le bloc adverse n'hésitera pas à avoir recours à l'arsenal de sanctions économiques tout en appuyant l'effort de guerre de la nation attaquée. Ces conclusions sont précieuses parce qu'avant l'attaque du Kremlin, on ignorait tous quels pourraient être les débouchés d'une guerre conventionnelle. Oui, parce que la comparaison avec l'invasion états-unienne de l'Irak ou de l'Afghanistan n'est pas réellement pertinente. Saddam Hussein avait beau avoir la 4e armée au monde sur le papier, elle n'a pas fait long feu devant la force de frappe de Washington. Pareil pour les talibans qui ont pourtant mis en déroute la coalition occidentale. Mais les paramètres ne sont tout simplement pas les mêmes. C'est l'occupation qui a échoué, pas la conquête. Revenons à Taïwan. La mobilisation de l'Occident pour soutenir l'Ukraine tient en grande partie à son statut de grenier de l'Europe. Imaginez alors la mobilisation qui résulterait d'une agression chinoise contre le principal exportateur de semi-conducteurs au monde. Biden affirme que les États-Unis interviendraient militairement si la Chine envahissait Taïwan. Ses commentaires lors de la visite à Tokyo lèvent l'incertitude. Les États-Unis s'éloignent de la politique d'ambiguïté stratégique. Cette ambiguïté stratégique, c'est la politique extérieure des États-Unis concernant Taïwan. Washington jongle entre la reconnaissance du principe d'une seule Chine, gouvernée par Beijing, et des relations commerciales toujours plus resserrées avec Taipei. En fait, Washington n'a jamais statué sur le caractère inaliénable de Taïwan par rapport à son grand frère chinois. En attendant, le bureau de représentation des États-Unis à Taïwan, ce sont 550 employés, parmi lesquels des diplomates et des attachés militaires. Question de sémantique. On parle d'un bureau de représentation et non d'une ambassade. Biden a déclaré à maintes reprises que Washington interviendrait en faveur de Taipei en cas d'intervention militaire chinoise. Pourtant, il n'y a pas de traité de défense mutuelle et Taïwan n'est pas membre d'une organisation militaire régionale comme le Quad. Tout juste une loi datant de 79, la Taiwan Relation Act, qui constitue le socle de la politique extérieure états-unienne vis-à-vis de Taïwan. Elle autorise notamment la vente d'armes aux Taïwanais et a depuis été agrémentée par le principe des 6 assurances qui entérinent le soutien de Washington à Taipei en cas de violation du statu quo par Beijing. Bon, Taïwan peut respirer et ce ne sont pas les seules retombées de la guerre russo-ukrainienne.
Taïwan, c'est avant tout une île. Un siège est donc beaucoup plus facile à mettre en œuvre pour une puissance attaquante. Donc si la Chine venait à déclencher les hostilités, elle le fera en menant une guerre hybride. Elle s'attaquera en premier lieu aux infrastructures essentielles de l'île grâce à des cyberpiratages ou à des sabotages. Pour résister au siège, en s'inspirant des batailles de Mariupol et de Kharkiv, Taipei doit absolument doubler ses réserves de pétrole. Aujourd'hui, les réserves de brut de Taïwan lui permettent de tenir le coup durant 30 jours à raison d'1 million de barils par jour. Les experts conseillent à présent à Taïwan de faire passer cette limite à 60 jours, des réserves qui doivent être situées en hauteur et dispersées sur tout le territoire. Pourquoi ? Comme ça, même en cas de coupure de courant consécutive à une attaque sur ces centrales électriques, la gravité fera le travail. Pour ce qui est de la dispersion, c'est juste une histoire de ne pas mettre ses œufs dans le même panier par principe de précaution. Les experts préconisent aussi l'installation de groupes électrogènes à proximité de ces dépôts de carburant pour pouvoir alimenter les infrastructures essentielles comme les hôpitaux. Aussi, étant donné que les ports seront des cibles prioritaires, le pays doit s'assurer que son réseau routier est en excellent état pour pouvoir acheminer tous les équipements militaires ou les biens de première nécessité à travers le pays, notamment les livraisons aériennes alliées. On estime que le coût total de ces ouvrages représente plus de 4 milliards de dollars. Le pays doit aussi augmenter ses réserves alimentaires pour l'ensemble de sa population, c'est-à-dire 24 millions de personnes, de manière à résister à un siège d'une durée minimale de 120 jours. Pareil, le pays doit construire des puits partout pour assurer l'accès permanent à l'eau et comme on est au 21e siècle, Taïwan doit s'assurer que le réseau télécom satellitaire soit en état de marche. Le système internet Starlink devient une bouée de sauvetage pour les Ukrainiens. En Ukraine, la technologie Starlink a trouvé un terrain pour faire ses preuves. La Russie s'est constamment attaquée aux infrastructures télécom ukrainiennes militairement et via des cyberattaques. L'objectif, permettre à la nation taïwanaise de résister assez longtemps au siège pour espérer trouver une issue diplomatique, que la communauté internationale intervienne ou que la Chine jette l'éponge. Mais pour tenir un siège, outre les infrastructures, il faut aussi disposer d'une capacité de défense opérationnelle. Comme nous l'a prouvé l'Ukraine, c'est possible de contenir une armée plus puissante, et ce, grâce à une combinaison de 3 tactiques, la défense balistique, la défense aérienne et la défense maritime. Si la Russie avait souhaité s'assurer une certaine progression, il aurait été nécessaire de raser les positions ennemies à l'artillerie lourde, ce qu'elle a fini par faire, ou avec des frappes de missiles très précises. Or, elle ne l'a fait que trop tardivement, ce dont se sont aussi rendus compte la Chine populaire et Taïwan. Taïwan doit donc absolument s'équiper de systèmes antibalistiques pour contrer toute attaque dite chirurgicale. Les forces armées taïwanaises prévoyaient déjà de moderniser leurs 350 missiles Patriot PAC-3 et d'acheter 300 intercepteurs supplémentaires. Au vu des événements en Ukraine, il est très probable que la prochaine commande soit encore plus importante. Une commande qui concernerait aussi l'achat de drones et de brouilleurs qui réduirait la précision des missiles téléguidés chinois. Donc même si les dépenses militaires de Taïwan explosent, le coût économique d'une intervention sur l'île serait d'autant plus lourd à supporter pour Beijing. En plus, certains militent activement pour que les États-Unis déploient le système THAAD sur l'île. Un sujet éminemment sensible puisqu'il reviendrait à limiter la capacité de projection et de dissuasion nucléaire de la Chine et qui avait déjà été au centre de fortes tensions diplomatiques après son déploiement en Corée du Sud. Pareil pour l'espace aérien que l'Ukraine a verrouillé avec plus ou moins d'efficacité et qui ralentit considérablement les opérations russes. Oui, l'armée ukrainienne a perdu de nombreux chasseurs et hélicoptères d'attaque, mais sa défense anti-aérienne est composée d'une mosaïque d'armements allant des batteries anti-aériennes de l'ère soviétique aux lance-missiles portatifs. Il est tout bonnement impossible pour la Russie d'atteindre la suprématie aérienne, pourtant déterminante. Sans contrôle aérien, la Chine serait incapable d'exécuter presque n'importe quel plan militaire contre Taïwan. Harry Harlem et Eik Freeman, experts en géopolitique. Taïwan doit se caler sur cette organisation en plusieurs couches si elle veut réussir à contenir la progression chinoise. Une première couche à longue portée et à haute altitude qui reposerait sur le système THAAD. Puis une couche intermédiaire où entreraient en jeu les batteries anti-aériennes. Et une fois cette couche percée, c'est aux manpads des lance-missiles portatifs de prendre le relais. En Ukraine, ce sont des systèmes britanniques Star Trek qu'on utilise, ou des systèmes états-uniens Javelin et Stinger, ou des Strela datant de l'ère soviétique qui ont causé d'importants dégâts à l'armée russe, qui a perdu des dizaines d'avions de chasse, d'hélicoptères et de tanks. Finalement, on a la défense maritime. Être une île, ça a des inconvénients mais aussi des avantages. Taïwan doit à tout prix éviter le débarquement de troupes chinoises. Alors appelons un chat un chat. Les forces navales ukrainiennes n'étaient pas à la hauteur des enjeux lorsque la guerre a débuté, mais l'Ukraine a adopté une autre tactique, le déni maritime. Dans le cas d'une guerre asymétrique, le pays assiégé peut rendre son espace maritime inutilisable sans pour autant contrôler ses eaux. Donc déjà, Taïwan dispose d'une flotte marine mieux équipée, mais elle peut s'inspirer de l'Ukraine en ce qui concerne l'extension du front grâce au déploiement de mines et de systèmes de défense côtiers.
Missiles Exocet de conception française, missiles balistiques, batteries côtières, torpilles. C'est comme ça que l'Ukraine a réussi à couler le croiseur Moskva avec des missiles Neptune qu'elle avait dissimulés. Le navire de guerre Moska n'avait pas prévu l'attaque des missiles ukrainiens, dit une analyse. L'équipage n'était pas préparé à l'attaque du missile ukrainien qui a coulé le navire amiral russe en mer Noire. Odessa frappée par des missiles alors que l'Ukraine prétend avoir coulé un deuxième navire russe. Les observateurs de la guerre russo-ukrainienne craignent en revanche que les réserves d'armement de Taïwan ne suffisent pas, et ce malgré le réarmement en cours. Taïwan va plus que doubler sa capacité de production annuelle de missiles dans un contexte de tension avec la Chine. Taïwan modernise pas à pas sa marine militaire. Elle s'est notamment fourni 400 missiles anti-navires Harpoon aux États-Unis, en plus des radars qui permettent leur mise à feu. Mais ça ne sera pas suffisant face à la menace chinoise. C'est pour ça qu'à l'aspect matériel et financier, il faut ajouter le discours patriotique. L'Ukraine n'a peut-être pas gagné la guerre des armes, ou pas encore, mais elle a remporté haut la main la guerre de la communication. Zelensky a su mettre à profit son expérience dans le showbiz pour vendre à la communauté internationale et au peuple ukrainien un scénario louant la résilience réelle de la nation face à l'invasion russe. Le dernier rempart contre l'autoritarisme, le champion des démocraties occidentales contre l'obscurantisme. En plus, il a été assez agile pour impliquer l'Occident en déclarant, sans que ce soit un aveu de faiblesse, que l'Ukraine ne pourrait vaincre qu'avec l'aide de ses alliés. Taïwan est aux côtés du Japon et de la Corée du Sud, l'une des démocraties les plus abouties de l'Indo-Pacifique. Le pays a su se rendre indispensable grâce à sa production de semi-conducteurs et sa position géographique très avantageuse ou dangereuse selon les points de vue. Et enfin, la quatrième clé pour s'assurer le succès, ou plutôt pour éviter un blitzkrieg, c'est la mobilisation générale. Dès 2015, l'Ukraine a pris conscience de l'importance de structurer la société ukrainienne autour de la question militaire. C'est à cette occasion qu'ont été créées les forces de défense territoriale, une milice composée initialement de civils ayant combattu au Donbass qui finirent par être incorporés à l'armée en tant que réservistes. Elle accepte aujourd'hui des volontaires dont les tâches principales sont la sécurité, l'appui logistique aux troupes, le renseignement, le sabotage et même le combat. La résistance à l'envahisseur est donc beaucoup mieux structurée, compliquant d'autant la tâche à la puissance étrangère. Ce modèle s'est montré si performant que la Pologne l'a répliqué et que Taïwan envisage de faire de même. Voici donc les enseignements que Taïwan a pu tirer de la guerre russo-ukrainienne et sur lesquels elle devrait être en mesure d'agir pour assurer sa souveraineté. En revanche, il existe des points sur lesquels Taïwan n'a tout simplement pas la main. Des obstacles insurmontables. Les forces de défense territoriale ont joué un rôle clé dans la résistance ukrainienne. En plus, l'armée conventionnelle peut mobiliser toutes ses ressources sur le front. C'est pour cette raison que Kiev, Kharkiv, Odessa ou Mykolaïv ont pu résister aussi longtemps aux bombardements incessants et aux excursions de troupes russes. Mais il est probable que Taïwan ne soit pas en mesure d'imiter l'Ukraine sur ce point. L'île dispose bien d'un corps de défense civil, mais il n'a aucune expérience militaire à contrario des vétérans du Donbass. En plus, ils dépendent de la police et non de l'armée. Leur contribution est très appréciée face aux catastrophes naturelles auxquelles l'île est si souvent confrontée. On parle d'évacuation à l'approche d'un typhon, de réponse humanitaire face aux tremblements de terre et aux inondations. Mais le maniement d'une arme leur est tout à fait étranger. Et en plus, la législation à Taïwan concernant la possession et le port d'une arme à feu est extrêmement stricte. En ce qui concerne les effectifs de l'armée taïwanaise, celle-ci peut compter sur 170 000 soldats professionnels, mais aussi 80 000 conscrits et environ 2 200 000 réservistes ayant eux-mêmes effectué leur service militaire. Mais ce service militaire est bien trop court, il ne dure que 4 mois. 4 mois au cours desquels la formation aux techniques de combat n'est pas à la hauteur du risque qu'encourt Taïwan. Et vous alors, vous pensez que Taïwan saura réformer à temps son service militaire et son corps de défense territorial? Est-ce que vous croyez Washington quand celle-ci s'engage à intervenir militairement? Faites-nous savoir ce que vous en pensez et d'ici la prochaine, Manzhou et prenez soin de vous.